Dimanche 27 janvier 2019, bienvenue à tous. Avec nous, Bala Moussa Fofana, ancien conseiller technique du gouvernement du Sénégal 2012-2013, banquier d'affaires, directeur de financement entreprise en banque au Canada, expert en ingénierie de la planification et gestion de projets et de programmes de développement économique, et Habib Ndaw, directeur général de l'Observatoire de la qualité des services financiers, DSS commercial à Dijon, maîtrise administration économique et sociale, option gestion financière, ancien de la BCCI et de la BST. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Depuis quelques jours, les guides religieux lancent des appels au calme et à la retenue à l'endroit de la classe politique sénégalaise. Les derniers Magal et Gamou de Tivaouane en attestent. Ce lundi, le Khalif général des Mourides recommande des récitals de Coran dans toutes les mosquées du Sénégal pour conjurer d'éventuels troubles. La classe politique sénégalaise semble sourde aux appels. Le langage violent, attaque par communiqué interposé, manifestation des jeunes de l'opposition réprimés par les forces de l'ordre. Alors, à votre avis, pourquoi les politiciens prompts à aller rencontrer les religieux, recueillir leurs prières, qu'ils soient catholiques ou musulmans, font semblant de ne rien entendre? Bala Moussa. Merci beaucoup, Alassane. Merci pour cette invitation. C'est une question pertinente que vous posez, d'autant plus que les acteurs religieux ont un rôle dans notre société, dans la régulation sociale. Et ils ont raison de s'inquiéter par rapport au contexte dans lequel nous sommes, parce que c'est un contexte où tout le monde peut sentir la tension. Maintenant, il faut savoir que la tension résulte du jeu des acteurs. Et moi, ma conviction est que les acteurs, il y a un groupe d'acteurs, et je considère que le régime est dans une logique vraiment d'une gestion de la tension. Moi, c'est ce que je crois. Parce que quand on va vers des élections présidentielles, où l'objectif, c'est de démontrer l'efficience et l'efficacité de l'action politique pendant 7 ans et de démontrer qu'on a eu un impact sur la qualité de vie des Sénégalais et qu'on a un projet qu'on peut encore continuer pendant 5 ans, ce dont on a besoin, c'est d'un climat apaisé où on peut expliquer, convaincre et démontrer qu'on va aller de l'avant. Donc, l'acteur le plus puissant du jeu politique, le régime, démontre que la tension est quelque part ce qui les intéresse. Parce que tant qu'il y a tension, on ne mobilise pas l'électeur sénégalais, on n'explique pas la situation politique, économique et financière, et on ne démontre pas de perspective. Et c'est pour ça que je considère que oui, effectivement, les acteurs doivent appeler au calme. Ce calme est nécessaire pour un débat sérieux sur la situation et les perspectives de ce pays. Et si l'acteur le plus important, le régime, qui détient énormément de cartes pour pouvoir créer les conditions d'une paix sociale et d'un contexte favorable au débat. Si celui-là dit même, et je reprends les mots du président, élection, mo and ak coow, ce qui n'est pas forcément vrai. Est-ce que pour vous, la gestion de la tension, c'est une stratégie politique? C'est ce que je pointe du doigt. C'est une stratégie politique où on gère une tension. Vous savez, la sociologie du conflit l'a démontré. Le conflit est un moyen d'orienter le débat sur d'autres points. On crée une tension, mais une tension contrôlée. Une tension dans les zones urbaines, Dakar, Thiès, Touba, les zones où les gens parlent programme, on démobilise, on crée une peur. Pire encore, on concentre l'opposition sur les plateaux de télévision et sur les débats qui tournent autour des candidats, du processus électoral. Et là, on ne parle pas au Sénégalais. On ne lui explique pas pourquoi sa situation est difficile ou pourquoi sa situation est positive. On ne lui dit pas qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Et ce débat-là, pendant que l'opposition est en train de tourner autour de ça, lui, il parcourt le pays et fait des inaugurations. Et il y a une planification d'un conflit et d'une tension contrôlée avec l'objectif quand même de tenir des élections. Comme ça, on organise la démobilisation, on ne parle pas d'avenir, on pousse les Sénégalais à avoir peur, et quand on a peur, en économie, quand la confiance n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? On se replie. On se replie. Donc, c'est une stratégie qui est organisé par l'acteur le plus déterminant et le plus important, qui depuis le début a brisé tous les points de rupture. Le consensus sur comment on allait voter, les questions sur le parrainage. Il n'y a aucun moment où il y a eu un respect, une ouverture et une considération des positions de l'opposition, qui des fois avaient des positions quand même qu'on pouvait trouver problématiques. Mais quand même,
quand vous dites à votre opposition, je vais vous réduire à la plus simple des expressions, vous comprenez que l'objectif c'est, je brise le dialogue, je crée une tension, et pendant qu'il s'agite, je parcours le pays. Le président, ce régime a pu émerger dans le chaos, rappelons-nous de 2012. Ils étaient considérés comme des victimes. Il y avait un chaos total dans le pays. Il y avait un consensus de rester à Dakar, mais lui avait pu parcourir le pays. Ce que je vous dis, c'est qu'il est en train de replanifier un contexte de chaos où il concentre l'opposition à Dakar et lui, il fait le tour du pays par les inaugurations. La gestion de la tension, c'est la façon de ne pas répondre aux appels des religieux qui appellent au calme. Exactement. Je vous remercie, Alassane, et permettez-moi de saluer mon vis-à-vis, M. Fofana, de saluer les auditeurs qui nous écoutent sur l'excellente nouvelle radio 90.3. Merci. Avec du professionnalisme et un cadre tout à fait professionnellement favorable à l'épanouissement, à l'éclosion des énergies. Merci. Et pour répondre à votre question, la tension préélectorale date d'il y a très longtemps. On vote depuis pratiquement un siècle au Sénégal et nous avons constaté que après 1962, les tensions préélectorales se sont exacerbées. Et on se souvient de l'assassinat de Demba Diop par Ndakhte Faye, on se souvient de l'assassinat de Metsey, etc. Alors, le monde évolue et il faut que les mentalités évoluent. Qui trouve un intérêt à ce qu'il y ait une tension? C'est l'opposition. Et tout que le pouvoir trouve intérêt à avoir une tension pour ne Le pas pouvoir, parler, s'il a pour un ne pas bilan, parler du bilan, pour ne pas parler de le pouvoir qui n'a perspective. pas de bilan a intérêt à ce qu'il y ait une tension. Mais en ce qui concerne le pouvoir du président Macky Sall depuis 2012 jusqu'à présent, il a l'avantage d'avoir un bilan et un programme. Donc une avance sur les autres candidats qui peinent à montrer ou à expliquer leur bilan. Je saisis cette occasion pour remercier pour féliciter les chefs religieux, parce que c'est les régulateurs sociaux, ça c'est pour répondre à votre question, c'est les régulateurs sociaux, et il est impérieux dans une société pour l'équilibre social, pour l'équilibre, et même ne pas faire peur aux investisseurs, qu'il y ait des bouées de sauvetage. Et c'est le cas chez nous, les chefs religieux, donc il faut les préserver. Étant donné que la justice est mal menée par toujours les perdants, parce qu'on ne peut pas, il faut conserver un minimum de pouvoir de redresser la barque dès l'instant qu'il y a des problèmes et qu'elle commence à tanguer. Ceci étant, le pouvoir, en ce moment, le pouvoir de Macky Sall a tout intérêt que la tension baisse. Et rassurez-vous, je rassure les populations et les investisseurs, un pouvoir qui a pu faire face au terrorisme, c'est-à-dire à un ennemi invisible. Vous savez que nous sommes dans une ceinture de feu. Nous sommes entourés de pays qui sont potentiellement infestés de terroristes. Et ils essaient de pénétrer nos frontières depuis. Cependant, le régime de Macky Sall a tout fait pour bloquer justement l'arrivée de ces terroristes. Quelqu'un qui a pu bloquer ces terroristes qui sont prêts à mourir, à sacrifier leur personne. Ce n'est pas le cas de l'opposition au Sénégal. L'opposition au Sénégal n'amène pas leurs épouses ou leurs enfants dans les manifestations. C'est très rarissime. Il y a des cas exceptionnels. Mais sur les 25, vous ne voyez jamais madame ou etc. Et ce qui fait que cette tension, elle est beaucoup plus médiatique. Il y a des démonstrations. Vous pensez que c'est une tension artificielle qui est là, qui est entretenue de part et d'autre? Oui, exactement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a constaté que l'opposition peine à mobiliser les populations vers la tension. C'est-à-dire qu'il y a une tension politico-politicienne de part et d'autre, que ce soit du pouvoir et que ce soit les expressions qui sont sorties par les gens du pouvoir. Nous créons une tension verbale. Mais est-ce que c'est la création de ces tensions verbales n'empêche pas aux Sénégalais de savoir les programmes des uns et des autres? Exactement. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour le pays? Exactement. C'est ça l'inconvénient. L'inconvénient d'une tension, il faut qu'on dépasse. On est au 21e siècle, à l'ère de l'intelligence artificielle. Il faut qu'on dépasse une élection au Sénégal au cours de laquelle, ou pendant le processus, les candidats sont exonérés de présenter un bilan. Les candidats sont exonérés de présenter un programme.
C'est pas normal. Il faut maintenant que le incumbent, celui qui se présente un bilan. C'est le cas du président Macky Sall. Il faut que les gens exigent qu'on regarde le bilan, la faisabilité, les réalisations, et qu'une fois que les programmes sont présentés, qu'on essaie d'étudier les sources de financement des programmes, la réalisation de ces programmes, la bancabilité. Il faut que ces programmes soient bancables, parce que c'est sûr que nous sommes dans un pays où les recettes fiscales financent la croissance, mais étant donné qu'elles sont insuffisantes, tous les régimes qui vont venir vont être obligés d'emprunter. Donc il ne faut pas proposer des projets sans pour autant qu'il y ait des sources de financement claires, crédibles et robustes. Et c'est la raison pour laquelle moi je pousse et j'encourage les Sénégalais à exiger des 4 personnes qui vont demander leur suffrage à présenter un bilan, à présenter un programme et à exiger du président Macky Sall d'expliquer, par exemple, l'utilisation de tout le processus d'endettement. Et s'il n'y a pas de programme alternatif au PSE, l'opposition ne doit pas justement continuer à polluer l'atmosphère. Ça va faire plus ou moins, comme l'a dit M. Fofana tout à l'heure, ça va créer des retards dans les investissements, parce que les investisseurs n'aiment pas une zone tumultueuse. Et si vous constatez bien, le président Macky Sall, quand l'opposition dit qu'il n'a pas travaillé, la réponse vient du marché. Les marchés financiers, on n'a jamais vu, où il est très rare dans un pays en période préélectorale, que des investisseurs viennent, surtout les investisseurs financiers, compte tenu de la fragilité de la situation, de l'incertitude. Les placements financiers, les signatures de contrats n'aiment pas des situations incertaines. Monsieur Fofana, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la classe politique soit beaucoup plus incline à proposer des programmes réalisables et bancables aux Sénégalais? Je pense que le premier problème, c'est que nous avons une population qui n'est pas éduquée comme on le devrait et qui n'est pas formée comme on le devrait. Un programme, quand même, c'est un montage dans lequel on décline une vision globale, des objectifs spécifiques, des programmes, des projets. Ça, quand même, ça demande un effort pour les populations. Donc, il faudrait, encore une fois, qu'on investisse dans l'éducation et la formation des Sénégalais pour qu'ils comprennent c'est quoi la politique, c'est la gestion de la cité. On parle gestion, on parle économie. Donc, ça, c'est ce qu'il faudrait. Et maintenant, par rapport à la situation où on a malheureusement une population qui n'est pas aussi éduquée et formée qu'il devrait l'être, il faut que les hommes politiques, et surtout, fassent l'effort de communiquer dans les langues. Il y a un effort de communication et d'adaptation à faire. Donc, tout de suite, il faut faire l'effort de communication dans les langues nationales, dans les langues nationale, et il faut aussi qu'on fasse l'effort de mieux éduquer les Sénégalais sur c'est quoi la politique. Et tant qu'ils le comprendront, les choses changeront. Cependant, j'aimerais quand même apporter quelques points. Parce que moi, je suis désolé, je me rappelle à mon cours à l'INPL, le professeur Marc Dupuis qui nous parlait de la planification, il me disait, il faut faire attention entre les activités, les actions qu'un gouvernement pose et un bilan. Les actions pouvaient avoir 20 000 milliards comme Macky Sall a dépensé pendant 7 ans, dont 15 000 milliards de recettes, 4 000 milliards de dettes. Pouvaient poser beaucoup d'actes, des infrastructures à gauche, à droite. Mais si ces actions ne sont pas pertinentes, si ces actes, c'est-à-dire n'intègrent pas un plan de planification réfléchi sur le développement économique des territoires, si ces actions ont coûté trop cher, s'ils ont dépassé les délais et n'ont pas respecté les règles, la conformité des règles, mais ces actions, vous les avez posées, vous allez inaugurer tout cela, mais sur l'indice de développement humain, on ne va pas voir les résultats. Sur la croissance des recettes, on va voir des contre-performances. Donc, parcourir le pays, faire des inaugurations, ça, c'est pas le bilan d'un président. Le bilan d'un président, c'est quelle est la situation financière du pays et quel est l'indice de développement humain. Et sur ces 2 points, j'aimerais insister. Premièrement, il faut qu'on soit correct. De 2000 à 2012, l'indice de développement humain est passé de 38 à 48. 10 points. On a gagné 10 points en 12 ans. Et il y a eu 2 crises qui a fait qu'on n'a pas pu avoir un point. C'est la crise de 2012, la crise de 2008. Donc, quand on disait que le président Macky Sall a fait face au terrorisme, moi, je vous dirais que le régime passé a fait face à la plus grosse crise financière des dernières années, en 2008. Donc, ça aussi, il faut qu'on le mette sur la table. Alors, on va dire que le développement du pays a augmenté de près d'1 point chaque année. De 2012, depuis que le président Macky Sall est là,
de 2012 à 2019, on est passé de 48 à 51. Ça veut dire que chaque année, on évolue à 0,5. Ça veut dire qu'il y a une contre-performance du point de vue de l'indice de développement humain. C'est dû à quoi? C'est dû essentiellement par le fait que, premièrement, il y a une baisse au niveau des recettes. Si vous regardez la courbe de croissance des recettes, en 2000, quand Wade est arrivé, les recettes étaient à 591 milliards. Les recettes, c'est l'activité économique. C'est ce qu'on prélève sur les bénéfices, sur les salaires et sur les transactions économiques, donc à travers le TVA et les importations. Donc, les recettes démontrent du volume d'activité. 591, en 7 ans, on est passé à 1137. Une progression de près de 97%. Macky Sall arrive en 2012, on est à 2019, on passe de 1400 à 2400. Progression de 60%. Voilà le premier élément de contre-performance. L'activité économique génère la moitié de ce qu'elle devrait générer sur une année. Et c'est dû essentiellement par le fait qu'il y a une situation de tension. Vous savez, l'économie, c'est quand l'investisseur, le chef d'entreprise, investit, donc son chiffre d'affaires grossit, c'est quand il emploie des salariés, donc il augmente des salaires, et quand les gens consomment. La confiance est importante. Et l'un des problèmes du président Macky Sall, c'est que on n'a pas l'impression que c'est un gladiateur de l'économie. C'est pas quelqu'un qui est à la tête des entrepreneurs sénégalais et qui leur dit « Allez-y les gars, je suis avec vous, je vous accompagne. Vous avez des difficultés, mais je vais vous assister. » C'est le contraire qu'on voit. C'est quelqu'un qui, quand on lui dit le secteur national, il dit « Ils sont pas bons, ils sont pas compétents, ils ont pas les moyens. » Alors que votre studio, qui est vraiment resplendissant, a été réalisé par les jeunes Sénégalais. Donc vous voyez qu'on n'a pas un chef de guerre économique, on n'a pas quelqu'un qui est capable de gérer le budget, et ça je le dis en toute responsabilité. La tension de trésorerie est la preuve d'une mauvaise gestion. Quand les recettes baissent, comme je vous l'ai démontré, et que la structure budgétaire démontre qu'il y a eu 1000 milliards qui s'est rajouté. 1000 milliards, il y a une évolution des dépenses de personnel de 200 milliards, des dépenses de fonctionnement de 300 milliards. Le tout, fonctionnement personnel, c'est 500 milliards. Le service de la dette augmente de 300 à 800 milliards, 500 milliards. Vous les additionnez, c'est 1000 milliards. 1000 milliards, c'est l'évolution de la structure budgétaire de 1400 à 2400. Et pendant ce temps, vous levez 4000 milliards sur les marchés financiers à travers des emprunts obligataires avec des taux excessivement élevé, ce qui augmente la charge au niveau des intérêts. Mais vous l'investissez dans des projets dont les actionnaires des entreprises, c'est essentiellement des étrangers. Ce qui fait que ça capte, et avec le franc CFA qui permet une circulation des capitaux, vous voyez, on endette, ça alourdit le budget, on l'investit dans des projets, alors que ce régime ne fait pas de la planification. L'ETR, personne n'est contre, mais l'axe n'a pas de sens. Le coût, il est énorme. Les trains express régionaux, je le rappelle, TER, viennent de la loi Pasqua sur la décentralisation où on donnait de l'importance aux régions et SNCF avait fait une offre au niveau des régions pour leur dire je peux vous offrir un train express entre les régions. Et c'est juste une offre commerciale, c'est un train comme tous les autres. Mais le montant est exorbitant. Encore une fois, on ne respecte pas ces éléments-là. Et j'aimerais revenir sur un point important, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a une tension. Mais la tension, franchement, ne profite pas à l'opposition. Cette tension ne va pas profiter à l'opposition. Parce que je ne pense pas que l'opposition puisse détenir les moyens d'empêcher la tenue d'élections. S'ils en sont capables, ils pensent qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent y aller. Mais moi, je ne le pense pas. Alors, ils ne pourront pas empêcher la tenue des élections. Ça, c'est mon avis. Mais pendant tout ce temps, ils vont créer une situation de tension où ils ne vont pas communiquer. Mais pendant ce temps, ils ne peuvent pas empêcher le régime, lui, de communiquer et de parcourir le pays. Parce que, tout simplement, il a des réalisations. Par contre, ces réalisations, moi, je considère que du point de l'indice de développement humain, que personne ne peut contester, du point de vue des recettes, la tension de trésorerie, voilà la situation de ce pays. Et sur ce point, c'est sur ça qu'on devrait communiquer. Habib, sur l'indice de développement humain qui n'a pas progressé de façon exponentielle, comme il dit au Sénégal, où les recettes n'ont pas été au-delà des attentes qui sont mises en place. Je ne partage pas le point de vue comme vous le savez d'ailleurs, de M. Fofana, parce que l'indice de développement humain n'est pas le seul indicateur pour mesurer si l'économie d'un pays est en croissance. C'est un des indicateurs, entre autres. D'autres économistes vous diront que sous Macky Sall, l'économie du pays est en marche parce que en 2012, on a eu 19 banques et à ce jour, on a 29 banques et établissements financiers. Les banquiers ne vont pas dans des zones où l'économie n'est pas en croissance. Ça, c'est d'autres indicateurs. Un autre indicateur, c'est qu'on a une présence massive de supermarchés, etc. Il y a Carrefour qui frappe à notre porte. D'autres sont déjà là.
Qu'est-ce que cela signifie? Ces supermarchés, ils font des études de faisabilité, de factibilité, qui montrent qu'il y a une classe moyenne en croissance. Et l'autre indicateur pour voir si un pays l'économie est en croissance, c'est au niveau de l'augmentation de la classe moyenne. Cette classe moyenne est une clientèle potentielle pour ces supermarchés. S'ils viennent de grands labels, s'ils viennent frapper à nos portes, c'est entre autres une raison aussi pertinente, un autre indicateur pertinent qui montre qu'il y a une évolution de la croissance économique. Je ne parle pas au niveau des chiffres, hein. Je parle au niveau des faits qui se présentent. Alors, il a parlé M. Fofana a parlé de l'inutilité du terre. Je vais en revenir. Beaucoup de projets du président Macky Sall, pris individuellement, n'ont aucun sens. Mais le président Macky Sall n'a pas un programme qui fonctionne de manière isolée. Il y a une cohérence. Je pense que c'est dû à la déformation professionnelle. Il est ingénieur. Si vous prenez Arena, Dakar Arena, vous dites ce projet n'a pas de sens. Mais c'est des projets intégrés. Je vais vous expliquer pourquoi. Revenons aux terres. Et il y a aussi un problème de choix économique. C'est-à-dire chaque économiste ou chaque juriste a une interprétation, chaque économique a un choix. Les analystes, ils dessinent des perspectives, mais l'homme d'État, lui, il essaie de résoudre des problèmes qui se posent à lui. De quoi il s'agit pour le terre? Le président Macky Sall, quand il a pris le pouvoir, il a insisté sur le côté social, maintien du pouvoir d'achat, c'est-à-dire renoncement fiscal, essayer de désengorger Dakar, en essayant de mettre à la disposition des Dakarois un train express qui va désengorger notre couronne. Et ce train express, en construisant ce train, il y a une revalorisation de tout le foncier, de toutes les terres de Dakar à Diamniadio. Il y a une revalorisation, ça c'est un. De deux, il va y avoir un impact parce qu'il y aura une baisse des loyers, il y aura une baisse de la forte demande sur Dakar en foncier et une baisse concomitante des loyers. Ce qui fait que d'ici jusqu'à Fatick, parce que comment dirais-je, le terre va continuer à désengorger à l'aménagement du territoire. Ça, c'est pour ce projet si précis. L'autre projet concernant les autres projets où il dit qu'on manque de planification, la cité de Diamniadio a été construite non pas pour uniquement des logements, etc., mais c'est pour permettre de transférer la pression foncière sur Dakar, sur le Cap-Vert, vers cette zone et éventuellement développer les autres zones intérieures. Il a parlé de tension budgétaire. Ça aussi, ça relève du choix. Il n'a pas tort, M. Fofana, en disant cela. Mais c'est un choix délibéré du président Macky Sall de mettre des filets sociaux. Parce que tout simplement, vous parliez d'indice de développement humain. Lui, le capital humain étant tellement important que ça se trouve apparemment en deuxième position après transformation structurelle de l'économie. Mais ce qui est visé, c'est d'abord un développement du capital humain. En quoi faisant? Déjà, les filets sociaux qui ont été mis en place, réorienter des étudiants qui sont bacheliers, où le président Macky Sall n'a aucune obligation de le faire, c'est pour des considérations de rationalité économique, parce qu'ils ont le bac, ils ne peuvent pas être, c'était pas prévu qu'ils soient orientés, il les prend en charge, ça c'est du social. Quand il met je parle même pas des bourses familiales, de la couverture maladie universelle, quand il fait un renoncement de plus de 34 milliards, un renoncement fiscal pour permettre au pouvoir d'achat des Sénégalais d'être maintenu, qu'il essaie de bloquer pas de bloquer, mais d'encadrer les prix dans une économie libérale, d'encadrer les prix des denrées de base, c'est du social. La carte égalité des chances, le sésame, etc. Il y a énormément, les logements sociaux qui sont prévus obligatoirement en fonction des contrats au niveau de Diamniadio, c'est-à-dire que si vous construisez, on vous donne le mètre carré à 270, on fait des exonérations fiscales, notamment la TVA, pour le matériel importé, vous êtes exonéré de droits de douane. C'est autant de facilités, mais la condition, c'est que 20% des logements qui sont construits doivent être
des logements à caractère social. Mais il a parlé aussi de la baisse de recettes. La baisse Il de a tout à recettes, fait c'est dû à raison. quoi? La baisse de recettes, vous savez, la baisse de recettes, encore une fois, elle est due à un certain nombre de facteurs. Mais les causes, tout le monde les connaît. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que le président Macky Sall a fait pour revitaliser les recettes. Il y a un processus de digitalisation, donc de numérisation de la collecte des recettes. C'est déjà, ça nous permet d'avoir un bon. Ça, c'est un au niveau de... Il y a une réorganisation administrative des régies financières. Quand on dit les régies financières, c'est les impôts, les douanes, etc. Il y a une meilleure réorganisation du recouvrement. Ça aussi, c'est avec l'appui de la Banque mondiale. C'est-à-dire, quand les problèmes se posent, les solutions, le président Macky Sall passe plus de temps sur les solutions, mais qui sont multiformes. Je vous ai parlé de la baisse du loyer. Les gens lui avaient dit, non, on va légiférer. Il a dit, je n'y crois pas. Je vais créer une nouvelle ville avec l'offre foncière. Mais il a aussi parlé du fait qu'au Sénégal, le secteur privé sénégalais n'est pas assez soutenu par l'État du Sénégal. Oui, ça. Moi, j'étais tout à fait d'accord au début quand il avait mis. Je n'étais pas d'accord quand il avait mis le privé de côté, mais ça a été corrigé. Je vais vous donner des exemples concrets. Pour la dernière inauguration, le pont de Farafenni. Le pont de Farafenni a été confié dans un premier temps pour d'ailleurs 45 millions d'unités de compte de la BAD, à peu près 50 milliards, a été confié à une entreprise espagnole qui n'a pas fait le travail. Le président Macky Sall a tapé sur la table. C'est un bon Gambien, mais coaché par le président Macky Sall, et ça a été remis à une société sénégalaise, afin qu'il y ait un pied-à-terre en Gambie, Arexi. C'est des Libanais, c'est des Sénégalais qui ont construit le pont, qui l'ont construit en respectant les délais, en respectant les 100 plus, avec un seul avenant, en respectant les conditions du contrat. Ça, c'est un. Regardez les sphères ministérielles. C'est Telium qui a construit. Je ne fais pas de publicité pour la société. C'est Telium. Donc, le problème au niveau, quand nous sommes venus en 2012, on était pressé de faire des réalisations après des études. Hein, c'est pas tombé avec des études cohérentes, avec un programme économique cohérent, qu'on a eu du mal à trouver certains ouvrages qui étaient remis du temps de l'ancien régime à des privés. Nous avions constaté qu'il y avait des retards, qu'il y avait des dysfonctionnements. Alors, qu'on voulait faire des réalisations, non pas pour faire des réalisations, mais dans une cohérence économique continue. Oui, mais Bala, vous n'êtes pas convaincu par l'explication qu'a donnée M. Habib Je suis pas convaincu, et quand je l'écoute, je vois des éléments qui me confortent dans ma position. Vous savez, premièrement, l'IDH n'est pas qu'économique. Une société, c'est la vie sociale et la vie économique. C'est l'activité économique c'est l'activité sociale, parce que culturelle, politique, qui nous permet par la suite de pouvoir produire. Donc l'activité sociale et l'activité économique. Et l'IDH est l'un des meilleurs indices, parce que quand on regarde bien, c'est trois composites. C'est éducation et formation qui permettent, deuxième indicateur, le PIB, création de richesse, et quand les gens créent de la richesse, ça leur permet de s'alimenter et de se soigner. Et c'est pour ça que l'IDH est le meilleur indicateur, parce que justement, il n'est pas économique. C'est l'un des meilleurs indicateurs, et tous les planificateurs le savent sur ce point. Maintenant, la baisse des recettes. Il a expliqué et démontré qu'il y a eu des actes qui ont été posés. Mais comme je disais tout à l'heure, les actes, c'est bien, mais le résultat est plus important. C'est bien qu'on réforme, que les douaniers sont toujours là, hein, l'impôt et domaine est toujours là, mais toujours est-il que les recettes ont baissé de 0,5, et là, le problème essentiellement, c'est que le pays n'est pas en confiance. L'économie, c'est la confiance. Et quand vous n'avez pas à la tête d'un pays un penseur dynamique, quelqu'un qui pense, qui a une pensée, mais qui est capable d'impulser des dynamiques de création de richesse, les entrepreneurs n'investissent pas, donc ils ne recrutent pas, donc on n'a pas suffisamment de salaire, et donc on ne consomme pas. On est en train de thésauriser, on garde l'argent, on épargne, mais on ne consomme pas. Et ça, c'est ça qui entraîne la baisse de l'activité économique. Du succès des groupes de consultation. Je vais y revenir, mais je veux aller point par point, parce que le développement que je suis en train de faire, c'est essentiellement sur le point que vous avez soulevé. Vous avez parlé des banques. Les banques qui sont là, 19, on passe à 29. Vous avez parlé de Carrefour, Auchan.
toutes ces entreprises, c'est du capital étranger. C'est du capital étranger et encore une fois, ça conforte, et c'est le secteur tertiaire, encore une fois, ça conforte ce qu'il disait, que le taux de croissance, par exemple, on est passé de 3 à près de 6, parce qu'on a capté, on a levé 4 000 milliards de dettes, on l'a injecté dans des secteurs ouverts au capital étranger. Moi, je suis banquier. Pourquoi je ne viendrais pas installer une banque au Sénégal quand j'ai un État qui me permet de pouvoir sortir mes fonds quand je le veux, quand j'ai la possibilité de pratiquer les taux que je veux et quand je peux financer des petites entreprises françaises, canadiennes qui sont plus, du point de vue de la qualité de la gestion, moins de risques que les entreprises sénégalaises. Donc, en tant que financier, vous parlez en banquier, oui. Je pourrais venir ici lancer une succursale pour ma banque. À votre avis, quelles sont les réformes en profondeur qu'il faut justement mener dans ce pays pour que le privé sénégalais soit le moteur de la croissance? Pour que le privé puisse être le moteur de la croissance. Vous savez, dans ce pays, on a 4 priorités, et je vais les nommer. La première des priorités, c'est le service que les Sénégalais ont besoin. Quand vous vous levez le matin, avant même de parler économie, vous avez besoin de service. Vous avez besoin de pouvoir d'avoir des services au niveau de la municipalité. Votre rue, elle doit être propre, organisée, le cadre urbain. Donc, le service de proximité. Et pourtant, Macky Sall nous dit, j'ai augmenté les dépenses et le fonctionnement de 500 milliards, mais on n'a pas plus de services. Il va falloir faire un travail d'audit sur cette question-là. Donc, les Sénégalais ont besoin... Où est parti cet argent? C'est ça. Comment elle est utilisée? Comment les dépenses en personnel... Est-ce pas obligé de fonctionnement de payer des fonctionnaires? C'est ça. C'est ça. C'est un élément important. Et pourtant, on avait reproché au président Wade d'avoir explosé les dépenses. Soit dit en pensant, la structure budgétaire de Wade en 2008 lui permettait d'avoir 600 milliards d'équité qui permettait d'avoir la maîtrise sur sa politique d'investissement. Parce que quand vous allez discuter avec des bailleurs et que vous avez dans votre escarcelle 500 milliards, le débat, c'est one-to-one. On peut discuter et on peut voir. Mais si vous venez, la situation budgétaire du pays aujourd'hui, vous payez le personnel, vous payez le fonctionnement, vous payez l'intérêt, vous payez l'amortissement, c'est 97% des recettes qui s'envolent. Et vous dites que vous voulez investir. Vous allez investir avec quoi? Donc vous allez faire ce que les gens vous demandent de faire. Ils vont vous dire, allez emprunter à la Banque africaine de développement, allez emprunter à gauche, nous on vous donne de l'argent, mais vous le donnez à une entreprise française qui va faire l'infrastructure. Vous faites le travail de levée de fonds, vous le donnez à une entreprise étrangère qui vous livre clé en main et qui part. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la pénétration et de tout faire pour qu'il y ait ce qu'on appelle une imperméabilité. Vous ne laissez pas une ressource humaine capable de refaire des trains. Donc voilà un peu, mais je reviens sur les priorités. Les services de proximité. L'aménagement du territoire. Regardez ce pays, quand même la macrocéphalie du Sénégal. Regardez les territoires. Le Sénégal, c'est 7 territoires. Et on a l'impression qu'il n'y a que Dakar qui existe. Donc quand on me dit que le TER, moi j'aimerais bien un train express régional, pas cette technologie-là qu'on ne va même pas être capable de gérer nous-mêmes, mais un train express régional qui va quitter Dakar, centre de consommation, pour relier Touba, zone de production agricole qui va aller vers Fouta, là où on fait tout ce qui est viande, et pour aller ensuite vers la Casamance. Moi, j'applaudis. Je serai le premier à applaudir. Mais si vous prenez près de 1200 milliards, vous le mettez sur 30 km, 17 trains. Pendant ce temps, Afrique du Sud, le gouvernement sud-africain prend 2400 milliards. Va voir Alstom, même compagnie, lui dit, moi je veux pas que vous me vendiez des trains, mais je veux que vous veniez chez moi. On crée une société, Jibela, qui va employer des centaines de Sud-Africains. Toute la ressource humaine est sud-africaine. L'Afrique du Sud maîtrise près de 50% des capitaux. Ils ont même mis en place des actions qui ne peuvent être accessibles que par les hommes d'affaires noirs qui ont subi énormément d'injustice. Vous voyez, c'est cette logique-là qu'on voudrait qu'il ait. Et c'est là, mais tout le monde va dire que c'est bien. On aime tous ces pays. Et je reviens sur ce troisième priorité, et pour répondre à votre question sur les PME, PMI, la priorité, c'est l'homme d'affaires sénégalais. C'est l'entreprise individuelle sénégalaise. C'est la petite et moyenne entreprise sénégalaise. C'est le secteur primaire, production. Parce que si on ne produit pas, on ne transforme pas. Une entreprise, l'une des choses les plus importantes, c'est la matière première. Si le secteur primaire ne produit pas suffisamment de matière première, nous n'avons pas les moyens d'avoir une industrie. Une industrie, c'est la matière première, les ressources humaines, les capitaux. OK? C'est voilà les 3 éléments et l'énergie qui permettent d'avoir une maîtrise des dépenses et de pouvoir générer des bénéfices. Mais aujourd'hui, il faut le reconnaître. C'est bien de vouloir être gentil avec le président, mais quand même, pendant 7 ans, c'est les Sénégalais qui souffrent. C'est les Sénégalais qui souffrent. On nous dit 500 milliards fonctionnement et personnel. Dans ce pays, tout le monde sait que les gens ne sont pas mieux éduqués qu'en 2000. Ils ne sont pas mieux soignés en 2000. Ils ne sont pas plus en sécurité qu'en 2000. L'administration n'est pas plus rapide, conforme et respectable qu'en 2000. Il faut qu'on se le dise. Parce que tant qu'on ne se dit pas ces choses-là, ces pays vont stagner. Et je vais terminer sur la tension de trésorerie.
je suis vraiment désolé, la tension de trésorerie, même si vous avez fait le choix d'investir dans le capital humain, vous devez faire un investissement réfléchi. Ça, ce n'est pas, on parle pas de recettes, on parle pas d'investissement, on parle d'un gestionnaire qui sait ce qu'il fait, comment il le fait et pourquoi il le fait. Quand vous mettez un pays en tension de trésorerie, peu importe les intentions que vous aviez, on doit reconnaître que voilà une faute de gestion. Parce que si vous voyez que les recettes baissent, vous explosez les dépenses et vos investissements ne permettent pas une augmentation des recettes, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'anémier le pays. Parce qu'un pays, c'est comme un être humain. Et on a besoin de sang. Il faut que le sang circule. L'élément le plus important d'une entreprise, c'est la liquidité. Si vous n'êtes pas liquide, au prochain mois, pour payer les salaires, vous ne payez pas. Et c'est pour ça que le système de santé n'arrive plus à payer cette belle politique que nous avons. Il faut le reconnaître. La couverture maladie universelle, personne ne peut être contre. Mais elle est où l'ingénierie financière qui devrait permettre la soutenabilité de cela? Vouloir dire que oui, je veux faire du social, c'est bien. Mais si vous faites du social, mais en même temps, je vais juste vous donner 2 projets. Terre, près de 1000 milliards. Le Tour de Touba, on parle de 400 milliards. Vous réunissez, c'est près de 50% de l'investissement sur Macky Sall qui va vers des infrastructures. Alors, il est où le social? Le PUDC, parlons-en. C'est bien de parler de PUDC, de faire des plaquettes, d'en parler partout et un peu partout. Mais le PUDC, c'est même pas 2% du budget chaque année. On parle du PUDC. C'est-à-dire la population en milieu rural, en situation de pauvreté, qui représente 3 à 4 millions de Sénégalais, on leur dit quelle est l'allocation budgétaire qu'on leur donne, c'est même pas 2%. C'est bien d'avoir des vœux pieds. C'est bien de dire j'ai des idées. Mais ce qu'on demande à un président, c'est pas uniquement d'avoir une pensée et d'être capable de créer des dynamiques, c'est de faire une gestion sérieuse, de faire une allocation correcte. Le secteur primaire n'a même pas 10 à 15% du plan d'action prioritaire. 80% des fonds, des 10 000 milliards qu'on veut mettre, c'est dans le secteur où les étrangers sont. Donc voilà le décrochage qu'il y a eu entre le PIB et le PNB. Et en anglais, il y a ce qu'on appelle le foreign factor net income. C'est-à-dire, quand vous créez une croissance dans un pays, quel est le facteur de capital étranger? Macky Sall a essentiellement travaillé pour le capital étranger. Voilà. Par rapport à ces réformes qui devaient être faites, qui ne sont pas faites, c'est ce qu'il est en train de dire, qu'il y a eu beaucoup de points sur lesquels où le pouvoir n'a pas été à la hauteur. Alors, je rappelle permettez-moi de rappeler aux auditeurs que M. Fofana est banquier. Oui, il est banquier, bien sûr. Il fait une analyse bancaire. Il y a de cela 30-40 ans. Il fait une analyse financière. Une analyse financière des Voilà. Il a une vision très libéralisme sauvage, qui ne tient pas compte, qui ne tient pas compte de l'humain. Malheureusement, qui veut atteindre l'humain. Mais il a posé beaucoup de questions. Oui, et j'ai pu noter ces questions. Il a commencé par dire qu'on a une croissance extravertie. Il n'a pas tort. Mais cependant, il faut savoir que notre croissance n'est pas tirée par le capital étranger. Contrairement à ce que disent beaucoup d'analystes, encore une fois, les analystes dessinent des perspectives. Mais l'homme d'État résout des problèmes qui s'imposent à lui. Je disais que la croissance est tirée surtout par des investissements publics massifs. Dans la première phase, dans la phase 1 du PSE. C'est pourquoi il y a eu tous ces ponts qui ont été construits, toutes ces autoroutes qui ont été construites, 32 km en 1900, 32 km en 2000 et 225 km d'autoroutes, etc. Tout cet investissement dans la phase 1, c'était la mise en place des infrastructures, etc. Ça, c'est-à-dire que qui veut voyager loin menace sa monture, et le président Macky Sall l'a bien compris. Je vais vous expliquer pourquoi. On a trouvé un pays avec un moteur économique bloqué à tous les niveaux. Je ne vais pas revenir là-dessus, tous les niveaux. Il a dit, l'important, c'est d'abord de relancer l'approvisionnement en énergie électrique, la relance de l'électricité. Il s'est pas arrêté à mi-chemin. Il a commencé par faire un auto-ajustement, contrairement à ce que M. Fofana disait tout à l'heure, qu'on va vous dicter. Non. Le président Macky Sall dicte ce qu'il veut aux bailleurs de fonds. Ça, c'est avant l'apparition du pétrole. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, parce que c'est lui qui a revalorisé le pétrole. Depuis des millions d'années, le pétrole est là, dans les sous-sols, mais il l'a revalorisé. La cohérence vient du fait qu'on trouve un pays où il y avait un déficit
budgétaire de 6,3%. Je ne vais pas annuler les auditeurs, où il y avait une inflation de presque de 7%, où il y avait une croissance plombée à 1,8%, etc., etc. Tout cela dû au fait que l'électricité n'était pas suffisamment fournie. Au niveau de la masse salariale, il a tout à l'heure expliqué que oui, il a beaucoup parlé de la masse salariale. Là aussi, c'est le choix du président Macky Sall de régler les syndicats, les problèmes des syndicats de santé et de l'enseignement qui ont augmenté la masse salariale. Vous savez que dans le budget de 2018 à 2019, il y aura une augmentation de 8%. C'est la mise en œuvre justement des accords antérieurs à la venue du président Macky Sall au pouvoir qui ont conduit à un ajustement, à une augmentation des charges salariales. Mais est-ce que pour autant l'augmentation de la masse salariale a permis plus d'efficacité et d'efficience de ceux-là qui ont été recrutés pour travailler, avancer le pays? Justement, ça c'est le Sénégalais. Ça devait être en filigrane, c'est-à-dire qu'on n'a pas augmenté les masses salariales. On n'a pas augmenté la masse salariale. L'efficacité de cette dépense. L'efficacité de la défense publique, c'est très important. Le président Macky Sall a été le président qui l'a mis quand vous vous souvenez de la réforme constitutionnelle sur le référendum. Donc, le Parlement, il a, entre autres missions, de contrôler les politiques publiques. Ça n'a pas été fait. Mais ça, c'est le Parlement qui n'a pas été fait, mais la loi exige. Donc, problème d'efficacité. Mais est-ce qu'il y a été un choix judicieux des parlementaires? Est-ce que le Parlement soit à même de faire ce travail de contrôle qu'il devait faire? Pour revenir à l'efficacité de justement cette administration. Très tôt, avant de mettre en place, le président a parlé d'administration de développement et non administration de commandement. Attendez, un chef d'État, il donne des slogans. Si les populations doivent se mobiliser autour de ces slogans. Ce n'était pas un slogan creux. Parce que avant cela, je vais vous expliquer pourquoi ce n'était pas un slogan creux. Il a mis toutes les dispositions, toutes les commodités pour que l'administration sénégalaise soit dans de bonnes conditions, travaille dans de bonnes conditions. Il a appelé un forum sur l'administration, il a fait une révision de la grille salariale, il a fait des concertations sur l'administration. Récemment, il a mis des bureaux fonctionnels. On se croirait à la défense si on va au niveau des sphères ministérielles. Est-ce qu'il y a le suivi et contrôle qui doit être fait par rapport aux objectifs qui sont donnés aux gens? C'est une obligation, c'est légal. Mais étant donné que le Parlement n'a pas fait son travail comme il faut, de contrôle de l'action publique, de l'adéquation entre les ressources qui sont autorisées par le Parlement, qui sont autorisées par l'Assemblée nationale, et leur mise en œuvre, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas eu de contrôle de politique publique, mais n'empêche que le président de la République essaie d'être plus efficace. Il m'a parlé tout à l'heure de Wade. Je n'aime pas tellement regarder le rétroviseur, mais il a oublié qu'il a voulu hypothéquer ce qu'on appelle les bijoux de famille. Les actions que l'État avait à la Sonatel, etc., le building administratif. Et à un moment donné, quand il y a eu une vraie tension de trésorerie. Pour terminer, nous avons hérité d'un pays... Tension de trésorerie sur Wade, oui. Ça n'a jamais été... Et les dépassements budgétaires, vous vous souvenez pas? Les dépassements budgétaires, c'est du déficit budgétaire. Tension de trésorerie, c'est autre chose. On parle de liquidité. J'aimerais juste avoir votre réaction sur une étude qui a été faite par Abdou Salam Fall de l'IFAN, qui ont sorti hier une étude qui a été publiée dans le Soleil, Pauvreté et Solidarité. L'analyse sur la solidarité et la pauvreté révèle un paradoxe au Sénégal. Les plus pauvres reçoivent moins d'aide. Les résultats de cette étude ont été partagés. Donc, ils disent que les Sénégalais restent plus solidaires, couchent moins qu'aux plus pauvres. J'ai pas compris la question. Ils disent que les Sénégalais restent plus solidaires, couchent moins qu'aux pauvres. Mais bien sûr, la solidarité, c'est, vous savez, quand on n'a rien, on est capable d'aider, hein. Et quand on a plus, le comportement souvent, c'est qu'on garde. Mais l'un des indicateurs qu'on sait, c'est que le nombre de pauvres, même si le pourcentage a baissé, mais par rapport au volume, les nombres de pauvres ont augmenté au Sénégal. On est passé de 6,3 millions à 6,8 millions. Les pauvres ont augmenté. Donc, encore une fois, un élément au bilan. Moi, j'aime bien entendre les gens parler de
Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a dit ça. Mais c'est bien de dire et de faire. Mais moi, ce que je regarde, c'est l'impact, encore une fois. Il m'a reproché d'être un libéral sauvage. Je rappelle à mon cher débatteur que quand il considérait que l'IDH était un indicateur économique, je l'ai rappelé que non. C'est un indicateur qui passe d'abord sur l'éducation, la formation, la création de richesses, l'alimentation et la santé. Donc, il ne faut pas me faire des reproches que moi, je n'ai pas. Je me définis comme un libéral social. Pour moi, je considère, et comme le prix Nobel de l'économie, Joseph Stiglitz, que oui, il faut libérer les énergies. Il faut libérer les énergies. La création de richesse, il faut libérer ces énergies. Mais il faut planifier le milieu de vie, planifier le cadre de vie et préserver notre mode de vie. Ça, c'est important parce que c'est ça qui permet la création de richesse. Je me considère comme libéral, social, panafricaniste et travailliste. Je me situe dans la pensée politique de Maître Wade que je n'ai pas peur de dire. Moi, je suis pas un intellectuel qui peur de dire que voilà l'idéologie que j'ai et je le dis. Maintenant, il a parlé de beaucoup d'éléments au niveau de la croissance en disant que c'est bien d'avoir des slogans et que les slogans n'étaient pas creux. Mais moi, je suis désolé. Vous savez, un président doit avoir 3 qualités. Vous devez, dans un premier temps, être un penseur dynamique. Vous devez avoir une vision, une pensée. Et cette pensée doit être alimentée par une planification. La planification, c'est l'usage de la science dans la mise en œuvre des politiques publiques. Les propos que vous lancez à l'air, c'est bien. Mais quand vous dites une chose, quand vous dites, par exemple, une vision, un État planificateur, des territoires productifs et une industrie sénégalaise fleuron de l'économie africaine, ça, quand vous le dites à quelqu'un, un slogan ne dit pas des vos pieds, il dit comment. La vision, c'est comment. Quand vous déclinez une vision, on doit sentir que cette personne sait comment. Tout le monde sait ce que nous voulons. La question, c'est de savoir qui va mieux le faire. Donc, une vision, un penseur dynamique. Ensuite, il faut être un gestionnaire chevronné. Vous ne pouvez pas, pour votre vision, mettre le pays en tension. Et surtout quand vous mettez le pays en tension parce que vous avez une attitude très renfermée sur vous, vous ne créez pas de confiance. Même le sourire d'un président a un impact sur le niveau de croissance d'un pays. Parce que c'est la confiance. Si le président inspire confiance, demain vous vous levez, vous dites tiens, le pays va bien, le président a une bonne vision, moi je vais prendre mes 10 millions et je vais l'investir. Quand vous investissez, faites quoi? Vous faites des dépenses, vous recrutez. La confiance, elle est fondamentale. Donc, il faut être un président, il faut avoir une bonne gestion et ne pas mettre le pays en tension de trésorerie et se justifier par mes choix. On a tous des choix, mais nous avons la responsabilité d'une bonne gestion de nos choix. Et je termine ce dernier point. J'ai dit un président doit être un penseur dynamique, un excellent gestionnaire, mais surtout un président... Pas du tout. Mais si vous n'avez aucune compétence en gestion, vous ne pouvez pas choisir un bon premier ministre. Vous ne pouvez pas choisir et c'est pour ça que je l'ai entendu. Il disait, oui, le président, il a une bonne vision, mais c'est son entourage. Mais moi, j'ai dit, c'est son entourage. L'Assemblée nationale, par exemple, qui ne fait pas son travail. Mais si vous prenez quelqu'un comme qui a la vie derrière lui, vous le mettez président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous pouvez lui reprocher de passer son temps à gérer l'existant? Dernier élément, l'investissement. Et je reviens sur la structure budgétaire. Vous voulez investir, faites de sorte, premièrement, que vos recettes augmentent. Premièrement, faites de sorte que vous maîtrisez vos dépenses. Une fois que vous avez vos recettes augmentées, vous avez maîtrisé vos dépenses, vous payez personnel, fonctionnement, intérêt, amortissement, il vous reste de l'argent, vous avez de l'équité. Quand vous allez discuter avec les banquiers maintenant pour agrandir votre entreprise, ils vont vous financer, mais vous allez mettre de l'argent. Là, vous avez ce qu'on appelle l'initiative de l'investissement. Et c'est ça l'important. Parce que l'initiative, si vous le gardez, vous préservez votre pensée, vous avez l'équipe de gestion et vous êtes pertinent. Il vous reproche de ne pas avoir d'initiative d'investissement. D'ailleurs, je suis désolé, mais Fofana est un banquier pratiquement qui a une vision périmée parce que je n'ai pas compris à son âge. Lui qui dit qu'un président doit être un gestionnaire chevronné, non, pas du tout. Je veux vous rappeler, everybody knows how to do the prime minister's job. C'est-à-dire, il a dit, il faut, le président doit, le président, etc. Mais le problème, c'est que his own job, c'est-à-dire son job de banquier, et il a une vision plus ou moins dépassée. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a de cela 3 semaines. Il y a de cela 3 semaines, j'ai convoqué tous les banquiers à Saly pour un séminaire et je leur ai dit, arrêtez d'être des gestionnaires, devenez des visionnaires. C'est dépasser cette méthode. Si vous êtes gestionnaire, vous cherchez à équilibrer votre bilan, mais vous ne voyez pas au-delà. Et vous allez équilibrer vos bilans sur le dos des clients. Au lieu d'essayer de projeter la rentabilité, la productivité, vous ne pouvez le faire que si vous êtes
visionnaire. Oui, je suis désolé, le temps que nous avons parti est terminé. On aurait voulu poursuivre ce débat passionnant, intéressant par rapport à deux visions économiques différentes. Mais je suis obligé d'arrêter l'émission parce que le temps que nous avons parti est terminé. Merci à Moussa Balla Fofana, ancien conseiller technique du gouvernement du Sénégal 2012-2013, banquier d'affaires, directeur de financement entreprise en banque au Canada, expert en ingénierie de la planification, gestion de projets et programmes de développement économique, et Habib Ndaou, directeur général de l'Observatoire de la qualité des services financiers, DSS commercial à Dijon, maîtrise administration économique et sociale, option gestion financière, ancien de la BCCI et de la BST. Au micro, Alassane Sambodjo, la technique Aliou Diassé, et à la caméra, Kolo Caméra. Excellent dimanche à tous.